Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des sciences et des techniques, dirigé par Paul de Vels. Émission préenregistrée le 10 novembre 2014, diffusée vendredi 10 avril 2015, de 18h à 21h. Elle est rediffusée samedi 11 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonsoir à nouveau, chers auditeurs. Vous écoutez la deuxième partie de notre libre journal des sciences et des techniques sur Radio Courtoisie. Ce libre journal, je vous le rappelle, est diffusé toutes les 4 semaines, le vendredi soir de 18h à 21h, et ensuite le samedi qui suit dans la nuit de 2h à 5h, et le matin de 7h30 à 10h30. Cette émission que vous avez et que vous allez écouter aujourd'hui a été préenregistrée en novembre 2014 et sera diffusée début 2015. Nous nous excusons auprès des auditeurs qui aimeraient pouvoir poser des questions aux différents intervenants de ne pouvoir le faire en direct. Ils pourront très facilement le faire car nous allons leur communiquer toutes les coordonnées des personnes qui sont ici présentes, à commencer par celle de l'association Cocopelli. Entre parenthèses, avant cela, je voudrais d'abord rappeler que le titre de notre émission, c'est Cocopelli, le combat pour la liberté des semences, et ensuite faire une espèce de bref résumé de ce que nous avons étudié, ce que nous avons décrit comme situation dans la première partie de l'émission. Alors, Cocopelli est une association sans but lucratif, si je ne m'abuse, c'est le terme consacré, n'est-ce pas? D'après la loi de 1901. Voilà, alors cette association sans but lucratif s'est spécialisée dans la conservation de semences potagères rares et anciennes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliers de semences potagères qui ne sont absolument pas trouvables dans le commerce. La raison pour laquelle elles ne sont pas on ne peut pas les trouver dans le commerce, c'est qu'elles ne sont pas légalement commercialisables au sens que une suite de règlements européens et de lois impose en fait, en pratique, qu'on ne puisse commercialiser que des graines de variétés enregistrées dans un catalogue. Ce catalogue est tenu par le GNIS, le groupe national le groupement national interprofessionnel des semences et des plants. Voilà. Alors cet organisme est très subjectif, c'est-à-dire qu'il n'enregistre pratiquement que des semences de plantes qui sont stables, qui n'ont aucun goût en général pour la plupart d'entre elles, et qui sont souvent des hybrides F1 non reproductibles. Et en pratique, il fait, comme nous l'avons constaté, plus ou moins le lit de l'industrie semencière qui diffuse ces semences. Si pour mémoire, si on j'aime bien parler de tomates parce que c'est un bon exemple, Cocopelli a combien de variétés de tomates? 950 à peu près. En tout, si on prend la gamme boutique, la gamme collection, plus les petites graines qu'il y a sur les Alors qu'il y a peut-être une dizaine de variétés de tomates en tout qui sont inscrites dans le catalogue. Peut-être un peu plus, mais la plupart du temps, à 90%, ce sont des hybrides F1. Voilà, et donc en pratique, si vous voulez des tomates qui ont du goût, il faut aller les chercher ailleurs que dans, disons, l'industrie semencière officielle. Alors, Cocopelli a commencé par être une société à responsabilité, une SARL, dont le titre... Terre de semences, qui a dû rapidement arrêter ses activités à la suite de procès qui lui a été fait de commercialiser des semences qui n'étaient pas inscrites à ce fameux catalogue. Alors ensuite, elle a travaillé depuis 15 ans exactement, elle fête son 15e anniversaire à peu de choses près, comme une association sans but lucratif. Alors cette association sans but lucratif a quand même beaucoup de succès, puisque son chiffre d'appel global va bientôt atteindre, mais est encore inférieur à 2 millions d'euros. 16 salariés. 16 salariés et fonctionne suivant un système que nous allons vous décrire.
décrire. Alors, c'est en fait également un conservatoire de toutes les espèces qui, autrement, sans cocopélie, auraient sans doute disparu, puisqu'il n'y a rien qui impose, il n'y a pas de structure publique qui soit chargée de les conserver, si je ne m'abuse. Il y a certainement l'INRA qui conserve des anciennes variétés dans les congélateurs, mais dans le mot conservatoire et conservation, j'aimerais y ajouter, Monsieur Delas, le mot vivant. C'est-à-dire qu'à Cocopelli, je dis pas qu'on s'interdit les congélateurs pour conserver mieux les haricots qu'on va offrir en commercialisation auprès des gens qui nous achètent des petits sachets de graines, mais l'objectif de Cocopelli au niveau de sa collection et au niveau de sa gamme boutique, c'est de remettre tout dans les champs, dans tout auprès des producteurs, donc dans le vivant. On ne joue pas avec des congélateurs, on ne joue pas avec une banque de semences à Sladbard à 300 mètres dans le permafrost norvégien. Donc conservatoire et conservation, mais il faut ajouter le mot vivant, dans le vivant, dans les champs. Je vais reprendre Jocelyn Moulin. Est-ce qu'on est vraiment certain que toutes les variétés qui sont diffusées par Cocopelli, eh bien, sont conservées ailleurs? Elles sont conservées en tout cas chez nous et chez les producteurs avec qui on travaille. Il y a certainement... Oui, mais est-ce que, par exemple, vous dites l'INRA sans doute dans ses congélateurs. Est-ce qu'on en est bien sûr? Est-ce qu'on a la capacité de pouvoir rentrer dans les congélateurs de l'INRA? Mais c'est-à-dire, est-ce que l'INRA est censé faire cela? C'est normalement son travail. L'Institut national de la recherche agronomique aurait dû, depuis l'après-guerre, mettre en place des capacités, des possibilités de mettre dans les champs, dans le vivant, des variétés pour la biodiversité. Parce que si vous voulez, on n'en est même pas sûr. On n'est même pas certain. On ne sait Par pas contre, ce qui il se y a passe. un organisme qui est norvégien, vous dites, qui... Ça, c'est une banque de semences qui a été faite dans le permafrost norvégien, à 300 mètres dans le permafrost norvégien, Svalbard, sur une île quelconque, mais qui est financé par les grands coquins de la planète, qui s'appellent la Fondation Rockefeller ou la Fondation Bill Gates. Oui, bon, alors ceci étant, rien ne nous prouve que l'INRA possède toutes les variétés que vous avez à titre vivant. Non. Alors, c'est une situation qui fait que j'ai un certain nombre de suggestions à vous faire. Certaines, je vous les ferai à titre privé, mais une autre, c'est celle de demander à tous les hommes politiques qui, finalement, n'agissent pas comme il faudrait, au moins d'œuvrer pour que vous soyez reconnus d'utilité publique, ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui n'est pas le cas du tout, et encore moins d'intérêt général. Donc, vous voyez les deux situations, ni reconnues d'intérêt général, ni d'utilité publique. Ce qui veut dire que Monsieur Delwers, aujourd'hui, vous allez me faire un chèque de 100 €. Je ne suis dans l'incapacité totale de vous donner un reçu fiscal. Oui, c'est incroyable. Et de ce fait, eh bien, apparemment, moi, d'après toutes les informations que j'ai collectées pour cette émission, pour les émissions antérieures, eh bien, rien ne prouve que les variétés que vous avez sont enregistrées ailleurs et peut-être tout prouve le contraire. C'est-à-dire que vous avez en quelque sorte réalisé le fait, sous la forme d'un monopole de fait, de la conservation de tout un ensemble de variétés anciennes de graines potagères, je le répète. Au travers d'une petite association, on a fait le travail du public, de l'INRA, de l'Institut national. Et voilà. Et donc on est dans cette incapacité. J'oserais dire que la semence devrait être classée patrimoine mondial de l'UNESCO, au même titre que n'importe quel... Bien sûr. Alors donc, et pendant ces 15 années, vous avez subi tous les procès possibles et imaginables, et vous en êtes sorti. Le dernier d'entre eux a été jugé en septembre 2014, et vous donnez raison en cour d'appel contre les graines Beaumont, qui vous accusaient de concurrence déloyale. Alors je trouve quand même curieux ce terme de concurrence déloyale, puisque finalement vous ne travaillez pas sur les mêmes produits, et pas des mêmes façons, pas dans les mêmes conditions. Ce n'est pas du tout quelque chose qui puisse être qualifié de concurrence déloyale. Du moins, ça, c'est mon opinion. Je crois qu'on va mettre sur le site internet le rapport complet que vous m'avez donné tout à l'heure. Ça me paraît important, parce que je relisais tout à l'heure, il y a des petits détails. Le juge a pris des décisions très très importantes par rapport à justement à la société de graines Beaumont, dans le sens où les graines Beaumont, il n'y avait rien qui ne lui interdisait pas d'utiliser lui aussi ses anciennes variétés, sauf que lui, il était dans la capacité, ou s'il le voulait, de les déposer. Mais si vous voulez, maintenant, nous allons arrêter de discuter de ces arguties juridiques, parce que finalement, elles finiraient par empoisonner les auditeurs. Simplement, il faut savoir que, en tant qu'association, votre but, il est clair, c'est de collectionner les variétés anciennes du vivant, de les donner
dans certains cas. En particulier, c'est le système qui vous permet de donner ces semences à des pays qui n'ont pas les moyens de les payer et en même temps à les procurer aux amateurs qui sont membres de votre association. Eh bien, en faisant ça, vous avez fait une œuvre absolument magnifique et auquel je tiens à rendre hommage. C'est la raison pour laquelle vous êtes invité sur Radio Courtoisie. Mais je voudrais dire aussi que ce n'est pas, c'est pas passé autrement que dans la douleur. Et vous avez également d'autres associations qui sont alors différentes, qui ne se concernent pas les graines potagères, en particulier l'association des semences de ferme qui poursuit un combat analogue pour les semences de ferme. Alors, il faut dire que vous êtes spécialisé dans les semences potagères. Alors, les semences de ferme, c'est plutôt l'avoine, le blé, l'orge, le maïs, enfin, c'est... Les grandes cultures. Les grandes cultures. Et bien entendu, vous avez un certain nombre de collectifs, des associations nationales qui défendent les droits des agriculteurs, des jardiniers et des artisans semenciers sur les semences et au sein desquels Cocopelli, eh bien, tient une place véritablement unique. Il me semble très très important que tous ces amis qui travaillent dans ce sens-là, surtout, ne travaillent pas avec des hybridés fins. Donc on a beaucoup parlé tout à l'heure dans la première partie de l'émission du réseau Semences Paysannes, qu'ils arrêtent de faire des hybridés fins et on pourra peut-être arriver à travailler ensemble. Alors je répète pour les auditeurs qui ne savent pas très bien de quoi il s'agit, c'est que les hybrides fins, ce sont des hybrides de première génération, c'est-à-dire qui sont obtenus avec, disons, une semence, une plante A et une plante B qui s'hybrident pour vous donner une plante AB. Alors la plante A est fertile, la plante B est fertile, et lorsqu'on les hybride volontairement, on obtient une plante AB qui donne peut-être une récolte ayant des particularités marquées, mais qui, en fait... En première année, et qui, en fait, dégénère complètement pour les récoltes suivantes. C'est un peu suivant le principe des lois de Mendel. Donc, là-dedans, voilà, Cocopelli a une œuvre absolument unique. Et alors, bien entendu, si vous voulez, la naissance de Cocopelli a été inspirée par le thème général du retour à la terre et le thème général, je dirais, de l'indépendance des paysans. Il faut savoir que si, en particulier, toute l'industrie devient dépendante des semenciers, eh bien, on est dans une situation monopole, puisque les semenciers peuvent fixer leur prix librement pour naturellement opprimer les agriculteurs. C'est évident que si par exemple les semences coûtent très cher, les agriculteurs n'arriveront pas à faire des récoltes rentables et bien entendu qui tient l'industrie de la semence tient l'industrie de l'agriculture. Donc nous nous battons en gros et c'est le combat que auquel je voudrais associer Radio Courtoisie, du moins mon émission, sur la liberté des semences agricoles et la liberté des semences potagères à laquelle vous contribuez grandement. Est-ce que je me trompe en disant cela? Pas du tout. Si on prend un petit exemple précis qu'on a mis dans un petit DVD que vous pouvez trouver en vision libre qui s'appelle La semence dans tous ses états, La semence dans tous ses états, qui a été produit justement par l'ami qui est ici, donc Claire Chanu. C'est très important et on voit que ce qui se passe en Inde, un paysan indien est dans l'incapacité totale de pouvoir racheter de la semence. Donc il fait trois choses. Il vend un rein, il vend un enfant ou il vend sa vie. Donc on assiste à des milliers de suicides de paysans indiens dans les villages, un peu partout, et depuis très longtemps. Alors ce point est important parce qu'il y a des gens qui prétendent que l'introduction du coton transgénique a été un grand progrès aux Indes. Et là, je leur dis, mais lisez donc autre chose que la presse officielle. Enfin bon, c'est... Écoutez, alors justement, là-dessus, il faut quand même avoir beaucoup réfléchi pour avoir fait l'effort de créer une association comme celle de Cocopelli. Pour quelqu'un qui arrive après coup, ça paraît relever de l'évidence, mais c'est un long et très dur combat à laquelle je voudrais rendre hommage parce qu'il est évident qu'avec tous ces procès, ça n'a pas été chose facile. Mais il y a un certain nombre de penseurs qui ont contribué à à forger votre volonté. Je voulais mentionner Pierre Rabhi.
Pierre Rabhi, je ne le connaissais pas très bien lors de la première émission et j'ai eu l'occasion d'aller chercher un certain nombre de livres. C'est un auteur que l'on trouve assez facilement. Il a écrit plusieurs livres et c'est une personne d'origine algérienne qui est nationalité française, qui est un agriculteur, essayiste et qui en fait a pratiqué une espèce de philosophie, j'appelle ça, disons, une pensée, également respectueux de l'homme et de la terre, en soutenant le développement de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et préservant les ressources naturelles, en particulier l'agroécologie, et précisément à la cause de ses origines algériennes, il s'est beaucoup intéressé aux pays arides. Alors, c'est quelqu'un qui pratique le retour à la terre, un peu comme le recommandait autrefois Jean Giono, qui avait une vision naturellement différente, et en particulier, il s'est intéressé beaucoup à l'Afrique et à le fait qu'en Afrique, eh bien, il y ait une indépendance semencière des populations locales. Et je pense que justement, l'association Cocopelli a agi beaucoup dans le cadre de l'Afrique. Afrique, tout l'hémisphère sud, Europe de l'Est, en France, partout la demande est présente. Alors bon, il y a en particulier Pierre Rabhi avait parlé de la légende du colibri. En particulier, cette légende est intéressante parce que c'est une légende amérindienne. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, ont été impuissants devant le désastre. Seul le petit colibri s'activer en allant chercher quelques gouttes d'eau pour éteindre le feu. Bien entendu, les gens, des animaux ont dit au colibri, tu es fou, ce n'est pas avec quelques gouttes tu vas éteindre l'incendie. Et le colibri lui répondit, je sais, mais je fais ma part. Comme vous faites la part, et votre part aujourd'hui, Monsieur De Waers, oui. Comme Claire Chanu, comme Karine Flett, comme Cocopelli fait sa part. Oui. Et donc, je voudrais mentionner quelques publications qui sont intéressantes sur l'agroécologie de Pierre Rabhi. Alors, je cite quelques titres. Sous les pavés, la terre. Solutions locales pour un désordre global. Séverne, la voix de nos enfants. Et ensuite, un livre qui fait allusion à sa pensée, Pierre Rabhi, La reconquête du songe. Bon, donc c'est quelqu'un d'éminemment honorable qui a contribué à sa pensée, à rendre à l'univers paysan ses titres de noblesse. Voilà. On le connaît assez bien, puisque Cocopelli, ayant été créé par Dominique Guillet en mai 99, avait pris à ce moment-là, et toujours en action, Pierre Rabhi comme vice-président. Oui, donc Pierre Rabhi est le vice-président de Cocopelli encore aujourd'hui. Non, parce qu'il faut voir qu'il n'y a pas d'œuvre humaine qui se fasse sans une certaine réflexion sous-jacente. Ce ne sont pas les Cocopelli, ce ne sont pas un groupe de gens qui sont fondés en disant « Tiens, il y a un manque, une niche, on va s'installer en installant un business plan sur les semences. » C'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est une réflexion beaucoup plus profonde, n'est-ce pas? Je vous dis en 10 secondes. Ma maman a 88 ans. Elle était grainetière, elle vendait des graines à Tours, je suis né à Tours, j'avais 10 ans, je sortais de l'école, j'allais vendre des graines sur les marchés avec elle. Donc j'ai 63 ans, donc ça fait 50 ans que je vends des graines. Donc quand on s'est retrouvés il y a 25 ans avec Dominique, la route était tracée. Très bien. Alors maintenant, je voulais essayer de donner pour nos auditeurs un mode d'emploi. Chers auditeurs, évidemment, ça c'est peut-être pas très adapté aux auditeurs parisiens. Si, à la limite. Mais vous avez une jardinière sur votre balcon, où vous avez un petit jardin, où vous avez un endroit où vous avez envie de faire pousser des légumes, et vous voulez sortir du système des graines. Alors, entre parenthèses, bon, je sais que vous avez été en bisbille avec les graines Beaumont. Moi, ça m'est arrivé personnellement d'acheter des graines chez Beaumont, comme chez Villemorin, comme d'autres, comme beaucoup de gens. Si on ne connaît pas l'existence de Cocopelli, eh bien, on va chez les grainetiers. Et d'autre part, Beaumont ne vend pas que des graines de potagère. Elle vend aussi des graines d'autres choses. Des bulbes et des choses comme ça. Voilà, bon. De la moutarde, de la liqueur de Mirabelle.
en général très déçus, et je ne parle pas spécialement pour les graines Beaumont, sur les graines que vous pouvez trouver en supermarché. Vous avez un sachet de graines et vous avez 3 ou 4 graines dedans. C'est vraiment une arnaque au sens qu'on vous fait payer extrêmement cher une quantité de graines. Un graines. exemple très précis. Les grands semenciers, ils achètent de la semence de carottes dans la Drôme, ramassée à la moissonneuse-batteuse, du style 15 € le kilo. Si ma mémoire est bonne, un kilo, c'est 1000 grammes. Vous allez sur le quai de la Mégisserie à Paris. Le sachet, il a de la couleur. Il vaut 5 €. Il y a combien de grammes dans le sachet 0,1 ou Ok. 0. Donc le rapport entre 1000 grammes et 0,0, entre 5 € et 20 à 30 € le kilo qui est payé au producteur. Oui, c'est certainement une industrie très rentable. C'est le marché le plus hyper captif sur le plan financier. Le 440, c'est de la rigolade. Néanmoins, si vous voulez, au lieu de faire ceci, eh bien, allez donc contacter l'association Cocopelli qui vous présentera un catalogue d'un très grand nombre de variétés qui sont intéressantes à cultiver et surtout à manger. Bon. Alors, on parle de manger et je profite pour faire une petite parenthèse pour donner le titre du livre qui vient de sortir de notre ami Gilles-Éric Serralini. Alors c'est un livre écrit par Gilles-Éric Serralini et Jérôme Douzelet. Je rappelle que Gilles-Éric Serralini est un professeur ou un chercheur à l'université de Caen et il a travaillé de façon très active dans son laboratoire à l'étude de la toxicité des maïs OGM. Et bien entendu, il a fait, une fois qu'il a publié des travaux montrant que ces maïs ou les produits herbicides qui leur étaient associés avaient une certaine toxicité puisqu'ils provoquaient des cancers chez les animaux, tout le monde lui est tombé sur le dos en prétendant que son étude ne valait rien, etc. Alors ceux que ça intéresse, je vous prie de me contacter, je vous ferai parvenir une copie d'un article où il est démontré formellement que les études du professeur Serralini sont significatives à 99,6%. Ça veut dire qu'il y a 0,4% de probabilité que les différences ne soient pas dans le sens qui sont les siennes. Alors, ceux de nos auditeurs qui veulent savoir ce que ça veut dire, eh bien, imaginons que je vous dise, eh bien, c'est très simple, je vais faire un jeu avec vous et vous avez 0,4% de chance de perdre. Ils ont tout intérêt à faire cela parce qu'ils sont à peu près certains de gagner, mais il n'y a jamais de certitude totale lorsqu'on parle du vivant. Alors ce livre, donc de Gilles-Éric Serralini et Jérôme Douzelet, s'appelle « Plaisir cuisiné ou poison caché ». Dialogue entre un chef et un scientifique, et c'est publié dans Actes Sud. Alors ce livre qui vient de sortir est intéressant parce qu'en particulier, il discute des poisons cachés dans l'alimentation, et je pense que ça intéressera énormément de gens. Donc je recommande ce livre, nous en recommanderons d'autres au cours de l'émission, mais si vous voulez... Alors, nous disions, si vous voulez, chers auditeurs, cultiver dans votre jardin des légumes intéressants, goûteux et sortant des sentiers battus, eh bien, contactez l'association Cocopelli. Alors, l'association Cocopelli, je vais donner votre adresse et ensuite vous la commenterez, c'est 22 Cap de Lourme, O-U-R-M, Cap de Lourme. Alors, Cap, ça fait penser à la Bretagne, mais pas du tout. C'est en Ariège. C'est 09 290, le Mas d'Asile. Alors, le Mas d'Asile, c'est connu parce qu'il y a une grotte. Où il y a 14 000 ans, pas 14 ans, 14 000 ans, des hominidés étaient là et ont apparu et ont commencé à mettre en place. Vous êtes dans la continuité. Complètement. Et alors, donc, maintenant, Jocelyn Moulin, je voudrais que vous parliez un petit peu du mode d'emploi. C'est-à-dire, quelqu'un s'adresse à vous pour avoir des graines, ça se passe comment? Alors, quand on se voit sur les salons, c'est on ne peut plus simple. On se voit et on a des petits documents qu'on donne aux gens. S'ils veulent adhérer, ils peuvent adhérer, mais il n'y a aucune obligation d'adhésion pour acheter des semences, que ce soit sur les salons ou que ce soit sur le site internet ou par les différents moyens de communication. Alors voilà. Le site internet, peut-être faudrait-il le citer. www.cocopelli-semence au pluriel, un S au début, un S à la fin.fr, avec le tiré du 6, le tiré du milieu. Alors, j'insiste encore, Cocopelli, ça s'écrit K-O-K-O-P-E-2-L-I.
Bravo. Et là, sur ce site, eh bien, ils vont avoir un catalogue de semences et ils peuvent l'obtenir également par correspondance. Par voie postale à partir du moment des gens qui n'ont pas d'ordinateur. Ils vont vous écrire et ils vont vous envoyer un chèque pour vos frais pour obtenir en retour ces semences. Et après, il y a toute une liste et ils commandent un chou, un navet, 2 carottes, 3 courges et tout comme ça. Et puis il y a juste comme les frais de port postaux, comme n'importe quelle commande dans n'importe quelle société. Alors bien entendu, là aussi, ces semences que vous diffusez sont fraîches. On signale que beaucoup de semences qui sont vendues par les magasins de grande surface dans les jardineries sont souvent des semences anciennes qui ont été placées au réfrigérateur et qui n'ont pas de capacité de germination très forte. Les choses importantes que l'on fait à Cocopelli, sur les sachets que l'on commercialise et sur les sachets aussi que l'on donne, on a tout indiqué. On a fait une traçabilité de telle manière qu'on retrouve le nom du producteur, la date de mise en sachet, le numéro du lot, la date aussi de la durée germinative moyenne. Donc tout est indiqué. Donc, et aussi on fait maintenant depuis plusieurs mois, on pense depuis qu'on a déménagé en Ariège, en fait, des tests, il y a une personne qui est responsable avec un appareil, un frigo exprès pour des tests de germination sur tous les lots qu'on reçoit et qu'on a reçus et qu'on contrôle en cours de route. Quoi. Alors donc, maintenant, si vous voulez, ça c'est la façon dont on peut se procurer ces graines et comment sont-elles, fabriquées. Alors là, je vois tout de suite Claire Chanu qui est à ma gauche, il veut dire, attends, on ne fabrique pas des graines, c'est du vivant. Mais bon, comment est-ce que... 18 producteurs de semences biologiques travaillent avec nous, avec qui on passe des contrats. Monsieur Delouers, vous allez nous faire 1 kilo de semences de tomates rouges des Andes. Karine Flett va nous faire 500 grammes de noir de Crimée. Claire Chanu va nous faire 3000 grammes de navets jaune boule d'or. Voilà, donc c'est des contrats avec des producteurs professionnels qui sont contrôlés par l'administration, donc le service de répression des fraudes, mais qui sont aussi contrôlés par les organismes certificateurs comme Ecocert, avec des mentions Nature et Progrès ou Déméter, tout ce qu'on connaît bien dans le milieu bio. Toutes ces cultures sont bio. Absolument, à 100%. Mais alors, je vais vous poser et pas auprès de la ligne de chemin de fer ou de l'autoroute. Je vais vous poser quand même une question toute bête. C'est-à-dire que nous avons longuement glosé dans la première partie de l'émission sur le fait qu'il était interdit de commercialiser des semences qui n'étaient pas dans le catalogue. Or, c'est le catalogue du GNIS, le catalogue officiel de l'État, le GNIS, le Groupement National Interprofessionnel des Semences. Alors donc, ces semences qui sont fabriquées par des producteurs et qui vous sont envoyées ne sont pas dans le GNIS. Non, pas du tout. Ils ne sont pas dans le catalogue. Ce qui veut dire qu'on est au regard de ces gens qui s'occupent du catalogue, dans dite légalité, l'illégalité, nous on ne se sent pas du tout dans l'illégalité. Donc tous ces producteurs sont dans l'illégalité, au regard de la loi française. C'est-à-dire qu'on est pratiquement dans une espèce de trou noir de la légalité qui est inquiétant, parce qu'il suffirait, à la limite, je prends un scénario catastrophe, c'est-à-dire imaginez par exemple que vous ayez le président d'une société semencière qui d'un seul coup devienne extrêmement influent sur le plan politique, il pourrait demander une application rigoureuse de la loi et vous seriez une activité complètement menacée. Donc pour l'instant, tout se passe à travers les procès. Et pour l'instant, on n'a pas eu d'injonction intempestive qui va jusqu'à ce point-là. Parce que je pense que les adhérents nous maintiennent en vie. Je pense que vous nous maintenez en vie à travers les émissions médiatiques et la radio. Et ça, c'est une chose très très importante qu'on puisse être là aujourd'hui. Ça, je pense que, si vous voulez, il est important que les auditeurs de Radio Courtoisie prennent conscience du fait que, un organisme d'utilité publique, je pèse mes mots, qui est Cocopelli, qui est le véritable conservatoire des semences rares, et qui les diffuse, qui les fait vivre, et cet organisme est en permanence menacé par le système législatif. Oui, Claire Chanu. Oui, ce que je voulais ajouter à cette histoire, c'est que je pense aussi qu'ils ont fait un petit calcul bénéfice-risque de l'éventualité d'arrêter l'activité de Cocopelli, parce que si nos citoyens venaient à savoir que ce qu'ils ont dans leur assiette, que ce soit bio ou pas bio, est produit à 95% à partir d'hybrides F1, je pense qu'on risque une petite révolution. Parce que toute cette avancée de cette mainmise sur le vivant
c'est fait de façon relativement occulte et que aujourd'hui, quelqu'un qui va acheter sa citrouille pour Halloween bio chez un marchand bio a donc 95% d'avoir affaire à un hybride F1, donc à une semence qu'il ne va pas pouvoir reproduire. Et quand vous faites un petit questionnement aux gens de la rue, ils ignorent absolument tout de cet état de fait. Et qu'on soit en bio ou en chimique, même maintenant en biodynamie, le cahier des charges a ouvert la possibilité de travailler avec ces semences hybrides F1 qui sont non reproductibles ou difficilement reproductibles, qui perdent en tous les cas leur qualité. Et le marché en est littéralement envahi. Imaginez-vous si les citoyens apprenaient que ce qu'ils ont dans leur assiette, ça ne se reproduit plus. Ils ne peuvent pas l'imaginer. Donc il y a tout intérêt à garder une certaine discrétion sur ce que fait Cocopelli et que ça n'éclate pas au grand jour. Puis chose importante aussi par rapport, pour continuer à ce que dit Claire Chanu, par exemple, un melon sur 2 aujourd'hui, qu'il soit bio ou pas bio, c'est le propriétaire, c'est ou Monsanto, ou Bayer, ou Syngenta. Oui. Et même en bio. Tu vas acheter un melon bio à la Biocoop du coin, aujourd'hui tu donnes des sous à Monsanto. Oui, mais ce qui est effarant là-dedans, c'est ensuite le chiffre de 95% qui est même davantage. C'est-à-dire, en gros, chers auditeurs, vous allez sur un marché de fruits et légumes. Vous allez... Alors là, il y a encore la possibilité peut-être de temps en temps de tomber sur un petit producteur, un maraîcher, qui va sortir du lot commun, mais même cette chance est de plus en plus ténue. Il faut aller dans quelques régions qui ont encore le sens de la vie, comme le sud-ouest, peut-être en Provence et encore. Mais vous allez de toute façon au supermarché, c'est clair, vous avez l'hybride F1. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hybride F1 ? C'est un organisme artificiel qui a été fait par hybridation de 2 plantes. La plante A et la plante B. On prend du pollen de la plante A pour mettre sur le pistil de la plante P, on recueille les graines, et ces graines présentent la particularité présente des hybrides, c'est-à-dire qu'elles sont plus vigoureuses que chacun des 2 plants, mais elles sont stériles ou, éventuellement, si elles sont fertiles, donnent des plantes dégénérées, c'est-à-dire qui n'ont plus les caractéristiques aussi bien de A, de B que de AB. Alors cette situation est quelque chose de dramatique, parce que par exemple, si vous prenez un melon, vous allez prendre les graines qui sont au milieu du melon, vous les recevez, il ne se passe rien. Vous allez prendre une courge, tout est comme ça. Et donc, en fin de compte, l'alimentation que l'on a dans nos assiettes est une alimentation morte, une alimentation artificielle qui n'a plus de vivant. Alors, si on veut réellement restaurer ce vivant, il faut prendre des plantes reproductibles qui existent encore, mais qui deviennent de plus en plus rares. Et cette situation, à terme, lorsque ça aura disparu, ça voudra dire que du jour au lendemain, imaginons une situation complètement de science-fiction. Bon, vous avez un certain nombre de grainetiers, des semenciers, ça s'appelle comme ça. Alors, c'est Syngenta, par exemple, c'est Monsanto, il y en a de toute une série. Bon, eh bien, imaginez que ces semenciers, par des opérations strictement financières, boursières, se réunissent en un seul trust. Alors vous aurez le trust Semences et compagnie, qui naturellement serait automatiquement, mettons, américain, par exemple. Eh bien, ce trust aurait la possibilité de régir la planète, puisque c'est le seul qui serait habilité à fournir des graines à l'agriculture, et ces graines étant utilisables pour commercialiser des produits. Alors, en passant, nous n'avons pas beaucoup parlé d'autres menaces qui nous tombent dessus. En particulier, une des menaces extrêmement graves qui existent aujourd'hui sur les semences, ce sont les accords de libre-échange qui sont en négociation par la communauté européenne et les États-Unis, au sens que, par exemple, si on fait un accord entre l'Europe et les États-Unis, tout dépend de la teneur de cet accord, mais des bruits, disons, insistants laissent à penser que seraient inclus dans cet accord en particulier les semences, et si les semences sont inclus dans cet accord, ça veut dire qu'on passe pratiquement sous le régime des États-Unis. C'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Il faut être très vigilant là-dessus, et on ne peut rien dire puisque les personnes chargées de la négociation
entretiennent volontairement le silence, l'omerta sur les teneurs de ces négociations. Donc voilà encore un danger qui nous menace. Et aujourd'hui, chers auditeurs, vous avez 95% de vos assiettes, vous avez une belle tomate, un beau concombre, un melon, c'est du Monsanto, c'est du Syngenta, et ce ne sont pas des choses que les agriculteurs peuvent semer eux-mêmes. Vous ne trouvez pas ça épouvantable, Jocelyn ? 1961, conférence de Paris, UPOV, Union, protection, obtention, végétale. Les grands semenciers, comme je les appelle, les grands coquins, se sont partagés la planète mondiale au niveau de la semence. De 61 à aujourd'hui, en 50 ans, plus de 1500 ou 2000 petits semenciers sont passés à la trappe. Comme je le disais tout à l'heure, 9 transmultinationales contrôlent 90% du marché de la semence mondiale, blé et riz confondus. Si tu contrôles les semences, tu contrôles les peuples. Oui, c'est un peu ça dans lequel nous tendons. Et Cocopelli joue son rôle de ce personnage mythique qui répand la semence issue de sa bosse pour essayer de rendre l'humanité plus humaine. Alors voilà donc, en gros, le système Cocopelli. Chers auditeurs, adhérez à Cocopelli, procurez-vous des semences, semez-les et votre jardin s'en trouvera transformé. Alors, dans notre émission, nous avons 2 représentantes importantes qui sont toutes les 2 fondatrices de l'association des femmes semencières. Alors, bien entendu, c'est Claire Chanu et Karine Flett qui est ici présente. Je voudrais que vous nous parliez un peu de ce que font les femmes semencières. Alors, j'ai bien compris que en Afrique, c'était les femmes qui étaient spécifiquement chargées de la gestion du grenier à grains. Donc c'est pour ça que les femmes sont semencières. Moi je pourrais dire, vous faites preuve d'une espèce de machisme à l'envers en excluant les hommes, parce qu'après tout, les femmes gardent les semences, mais les hommes les sèment aussi. Alors on pourrait dire, dans ce combat pour la liberté des semences, quelle est la contribution des femmes ? C'est un peu polémique ce que je vais dire là, mais pourquoi est-ce que les femmes agissent plus que les hommes ? Parce que quand on sème, on sème. Ah oui, bon, le jeu de mots était inévitable. Mais Karine, par exemple, Karine Flett. Quand on dit femmes semencières, on parle des femmes gardiennes de la vie, mais également des hommes. Cette référence de femmes semencières, en fait, elle vient de Pierre qui avait observé de Pierre Rabhi. Voilà, de Pierre Rabhi, qui avait observé que sur pratiquement toute la planète, on a ce qu'on appelle toutes les cultures de cases et que c'était le geste qui était effectué par les femmes de récolter la semence pour que les champs soient réensemencés l'année suivante. Donc notre plus belle femme semencière en Afrique est un homme. Je vais laisser la parole à Claire pour parler du programme Femmes Semencières. Mais justement, à partir de cela, votre mouvement est né en 2011, comme vous dites, à la demande de Pierre Rabhi, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et en fin de compte, si vous voulez, vous réagissez contre, comme vous disiez Jocelyn Moulin tout à l'heure, plus de 90% des légumes commercialisés, y compris les légumes bio d'ailleurs, sont produits à partir de semences non reproductibles. Et donc, et c'est également vrai des légumes en biodynamie, et vous cherchez à vous battre contre cela. Vous cherchez à développer en particulier l'action des jardiniers amateurs, puisque ça ne peut pas être des jardiniers professionnels, pour développer toutes ces cultures. Exactement. Et je voudrais revenir sur Cocopelli, qui est notre fournisseur préféré, attitré de semences vivantes. L'objectif de Cocopelli, c'est la libération de la semence et de l'humus. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces semences dont on a parlé essentiellement aux premières parties d'émission, que sont les hybrides F1 et les plantes génétiquement modifiées, ont toutes le même objectif, c'est de faire du rendement, mais en utilisant des intrants chimiques, qui datent donc de la Seconde Guerre mondiale, puisque ce sont tous les produits issus de la guerre qui ont été ensuite déversés dans des champs, on s'est aperçu que ça faisait augmenter la production, et que l'industrie agroalimentaire s'est complètement concentré sur développer ces produits pour en faire des intrants chimiques et des biocides. Donc, au travers de la culture de ces graines,
on anéantit la vie, littéralement, puisqu'on anéantit les sols sont morts aujourd'hui. Alors justement, je voulais appuyer votre propos, mais attendez, je vais vous redonner la parole tout de suite après, pour dire qu'on assiste à une érosion phénoménale de la vie en ce moment. Dans notre doux pays français, comparer par exemple les hirondelles qui ont quasiment disparu de certaines régions, c'est quand même quelque chose de... Et pourquoi les hirondelles ont-elles disparu? Parce qu'il n'y a plus d'insectes. Quand je dis il n'y a plus d'insectes, il y en a encore, mais beaucoup moins qu'il y en avait auparavant. Si vous voulez, prenons un exemple tout bête. Moi, je me souviens de mon enfance à l'école primaire. Eh bien, à la saison des hannetons, vous aviez des dizaines et des dizaines de hannetons qui rentraient par les fenêtres. On en faisait presque un jeu. Je voulais demander aux écoliers d'aujourd'hui, sauf dans certaines régions. Alors, par exemple, dans la côte Picarde, vous avez le hanneton de la Saint-Jean, mais ce n'est plus le hanneton ordinaire. C'est une espèce de petit hanneton. Ces hannetons ont complètement disparu. Et en fin de compte, c'est pire que ça. C'est-à-dire que sur les sols de la grande agriculture, c'est l'assolement classique, blé-betterave, n'est-ce pas, où vous avez des grands champs de blé qu'on trouve aussi bien dans la Beauce que dans les plaines du Nord, Montdidier, Roy, en Picardie. Eh bien, c'est extraordinaire que les sols sont morts, puisqu'il n'y a plus de vers de terre. Ce qui est extraordinaire, c'est quand vous traversez cette plaine de Champagne et vous apercevez des grosses pancartes sur des bottes de paille, ce village nourrit 55 687 habitants. Oui. Il nourrit de quoi? Et avec quoi? Et comment? Oui, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que prenons quelque chose qui a empoisonné les automobilistes autrefois. Vous partiez, par exemple, au mois de juin sur l'autoroute et au bout de 50 km, votre pare-brise était bon pour être nettoyé. Et comme autrefois, il n'y avait pas de lave-glace ou les lave-glaces marchaient pas très bien, vous étiez obligé de vous arrêter pour nettoyer le pare-brise. Autrement, on ne voyait rien. Eh bien, il m'est arrivé, et d'ailleurs, c'est un peu vous, Karine, qui m'en avez fait ça en disant, mais lorsque vous allez en Picardie, est-ce que vous voyez beaucoup de papillons ou de mouches sur votre pare-brise? On n'en voit plus. On n'en voit plus tout simplement parce que, si vous voulez, on ne peut pas faire 300 km sans avoir une seule bête s'écraser sur le pare-brise parce que les insectes sont morts. Alors voilà, en 10 ans, 20 ans, les insectes disparaissent, les oiseaux qui mangent les insectes disparaissent, il n'y a plus de moineaux, plus de passereaux, plus d'hirondelles. Et quel est ce monde dans lequel on vit? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est mort. Le printemps silencieux, 1962, Rachel Carson. Bon, très bien, vous avez vos sources, mais si vous voulez, ces sources sont vigrement prémonitoires. Alors, je dis, c'est ça qu'on nous construit aujourd'hui, et ce n'est pas fini. C'est-à-dire que bientôt, je pense que on verra arriver un oiseau en disant, tiens, un oiseau. C'est là que nous, on a véritablement envie d'agir, c'est sur ce point-là, parce que quand on parle des sols et de toute la biodiversité qui est en train de s'effondrer, il y a aussi l'eau qui est excessivement polluée et qui sert maintenant plus à faire de l'hydrofracturation qu'à nourrir des champs de semences fertiles. Donc, si vous voulez, le mouvement des femmes semencières, il a cette ambition, c'est de redonner la vie aux lieux, aux endroits où nous travaillons. Et en ce sens, tout à l'heure, vous disiez, oui, vous, en tant que Parisien, ça peut être difficile, mais justement, Karine est vraiment là, parce qu'elle accompagne un projet tout à fait vivant, en bordure de Paris, quoi. Elle est à Courbevoie, et elle va vous expliquer comment, en un an, c'est absolument incroyable, ils ont pris une terre, là-bas, un lieu qui a été mis à leur disposition, qui était essentiellement composé de terre plutôt faite de gravats que d'autres choses, et vous allez voir comment on rétablit la vie, on ramène la fertilité, et qu'on recrée toute cette chaîne alimentaire qui permet à tous les règnes animaux et végétaux de revenir. Alors je vais vous passer la parole, Karine Flett, mais avant ça, je voudrais dire aussi qu'il y a une très forte envie de jardiner, de retour à la nature des
Les habitants des villes. Les habitants des villes. Alors, moi, je ne disais pas du tout vis-à-vis des Parisiens une espèce de critique, mais les malheureux n'ont très peu de jardins. Enfin bon, on peut avoir une jardinière sur son balcon. Ça commence à être intéressant à partir du moment où vous avez quelques mètres carrés que vous pouvez cultiver en potager, par exemple. Mais alors là, la véritable question, c'est vous avez toutes les jardineries, par exemple, les Truffaut, etc., sont ouvertes. Alors les gens vont dans cette jardinerie et puis ils s'équipent pour le jardin. Donc ils vont acheter des bottes pour la boue. Ils vont naturellement acheter un certain nombre d'instruments, du matériel, des machines dont ils ne sauront pas se servir. J'ai vu par exemple une chose absolument extraordinaire. Bon, moi je jardine depuis des années. Et j'ai découvert que, en fait, il était plus intéressant lorsque vous taillez une haie de tout broyer pour en faire de l'humus que de faire autre chose, de la brûler ou de la mettre dans la poubelle verte. Bon, donc je fais mon humus, j'ai un broyeur et j'ai un ami qui me dit, tu sais, j'ai un vieux broyeur, j'aimerais t'en faire cadeau. Bon, alors, il me donne cet appareil dont il s'était jamais servi. J'ai essayé de m'en servir même avec de l'herbe. Ça marchait pas parce que l'appareil n'était pas assez puissant, mais si vous voulez, en fait, cet homme était allé dans une jardinerie et puis il avait acheté le premier matériel qui lui tombe sous la main sans faire d'études. Vous comprenez, il y a cette demande. Cette demande, ce sont les journées des plantes de Saint-Jean-de-Bourcard à Paris, c'est Courson, tout le monde va s'acheter des végétaux, si vous voulez, va là-bas pour le but de jardiner. Et alors, bon. Et donc, il y a cette espèce de demande. Et moi, je trouve quelque chose d'affreux, je me permettrais de dire, de véritablement affreux dans ces jardineries, c'est tout le rayon des produits chimiques. Car vous avez des gens qui ont un jardin, il va y avoir des escargots, il va y avoir des limaces, il va y avoir des vers de terre, et bien ça les dérange. Donc tout ce qui est vivant, ils vont acheter des produits, comme par exemple le fameux, herbicide radical, le Roundup. Et ils vont asperger leur jardin de Roundup pour tuer tout ce qui est vivant, tout ce qui bouge et éventuellement les plantes avec. Bon, c'est affreux. Il faut dire aux gens, surtout, n'utilisez pas de chimie. Si vous avez quelques pucerons, laissez les coccinelles s'en occuper. Et éventuellement, si vous devez utiliser de la chimie, prenez des produits très inoffensifs comme du sulfate de cuivre, par exemple, éventuellement si vous avez du mildiou. Et encore, le sulfate de cuivre même, je dirais, c'est un produit qui présente l'intérêt d'être, primitif, mais il faut voir les dégâts que les viticulteurs font lorsqu'ils inondent leurs vignes de sulfate de cuivre. Après, ça va dans l'eau, enfin bon. Mais je dirais, essayer de limiter la chimie au minimum. Et par contre, le Parisien qui s'installe dans son jardin, va s'acheter toute la panoplie du jardinier, en commençant par les bottes, en terminant par un broyeur dont il ne saura pas se servir, et il va terminer par le Roundup. Si c'est ça, il faut éviter. Alors, l'expérience femme semencière, en tant qu'urbaine, elle a commencé bien des années avant que le mouvement femme semencière n'existe. Puisque j'ai bénéficié avec mon mari Touareg du programme Semences sans frontières de Cocopelli. J'ai connu Cocopelli via Pierre Rabhi, il y a à peu près 15 ans, suite à ses écrits, et donc sur une bande de 22 km au nord Niger, parmi les populations touareg qui prenaient conscience que les changements climatiques ne leur permettraient plus de nomadiser, ont décidé de se regrouper et de transformer leurs terres en jardin fertile, vu que la belle bande verte du nord d'Agadez, sur laquelle ils avaient décidé de monter ce projet, s'y prêtait. Il est sûr que ce n'était pas dans leurs habitudes de travailler la terre, puisque ces pratiques étaient réservées à d'autres ethnies dans le sud sur déjà des systèmes de monoculture type coton, sorgho et millet. Et donc nous avons tenté avec moi ma petite expérience de jardinage et déjà de reproduction de semences à la campagne à échelle familiale.
à la campagne, chez mes parents, de lancer ce programme. Nous avons été coupés dans notre élan suite à tous les problèmes sahéliens qui persistent encore à ce jour. Donc moi je suis rentrée en France et puis je me suis promis qu'un jour si j'avais la possibilité près de chez moi de faire quelque chose dans ce sens, je le ferais. Ce jour s'est présenté au mois de juin 2013 quand j'ai appris dans ma commune de Courbevoie, qui est une commune du 92 au pied de la Défense, pour ceux qui ne situent pas trop où se trouve Courbevoie, qu'un projet de jardin partagé, donc de 450 mètres carrés, avait mûri dans les esprits de la commune, mais aussi des citoyens, puisque tout le monde était parti d'une feuille blanche, et avec le souhait des citoyens courbevoisiens, donc étaient mis en place des travaux et des réunions d'information pour rassembler en plus des premiers courbevoisiens qui avaient fait partie de la concertation, à la mise en place de ce projet. Quelques mois auparavant, j'avais entendu Jocelyn, que je connaissais bien maintenant, puisque ça faisait un petit peu plus de 10 ans, on avait gardé contact, etc. Même si moi je ne pouvais plus faire mon projet sur le Niger, je continuais à cultiver mon jardin, on va dire, en proche Picardie. J'entends Jocelyn avec Claire Chanu, donc qui parle justement de la naissance du projet du mouvement Femmes Semencières. Donc je me suis sentie complètement en résonance avec ça. C'était quelque chose que je portais déjà en moi. Et d'autre part, d'un point de vue plus personnel, parce que c'est ça aussi, le vivant et la sensibilité féminine que vous me demandiez tout à l'heure. En fait, j'ai donné naissance à 2 petites filles, dont une petite fille qui est polyallergique alimentaire sévère à 80 aliments, et qui donc, comme beaucoup d'enfants actuellement, envoie des messages très forts en nous disant en fait qu'il y a de plus en plus de gens, des générations qui refusent cette agro-industrie, ces transformations alimentaires, puisque tout est lié. Donc il fallait absolument, c'était au fond de moi que je fasse quelque chose, que je mette en place quelque chose. Et donc aux réunions de mise en place de ce jardin, j'ai donc proposé de mettre en place sur la ville de Courbevoie, dans ce jardin, un projet de jardin entièrement en semences reproductibles. Et donc vous avez créé ça, c'est très méritoire. Alors en passant, je voulais mentionner une chose, c'est que la société moderne recèle des poisons, et l'un de ces poisons se voit par l'explosion des allergies. L'allergie est devenue un phénomène absolument épouvantable qui touche souvent les enfants en bas âge, et avec un groupe de personnes qui s'intéressent à cette question, qui, ne serait-ce que par du point de vue épidémiologique, nous sommes pas loin de penser qu'une grande partie de ces allergies sont liées aux vaccins. Les vaccins qui, en particulier, sont rendus obligatoires pour les enfants en bas âge. Vous avez 3 vaccins, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, qui sont obligatoires pour les enfants en bas âge. Et ça... Tétanos, polio. Oui, c'est exact. Et en fait, la plupart du temps, ce vaccin n'est pas disponible en tant que tel, et les médecins rajoutent un certain nombre de valences des vaccins qui sont inutiles. Enfin, vous connaissez bien le sujet, Claire Chanu, puisque vous étiez amie de Sylvie Simon, que nous n'avons pas réussi à faire venir parce qu'elle était d'accord pour participer à une émission, et malheureusement, elle est prématurément décédée. Sylvie Simon a écrit beaucoup sur les vaccins. Et une des choses qui est absolument dramatique, c'est que dans ces vaccinations obligatoires, ça provoque en quelque sorte une sensibilité excessive du système immunitaire des jeunes enfants qui n'est pas assez développé, et ça a tendance à les rendre allergiques. Alors, une des choses qui est vraie, c'est qu'il y a beaucoup moins d'allergies chez les jeunes enfants
et c'est les enfants tout court en Allemagne et aux Pays-Bas qu'en France, cherchez l'erreur, en Allemagne et aux Pays-Bas, eh bien la vaccination n'est pas obligatoire. Mais nous reviendrons sur ces questions dans d'autres émissions. Ce qui est surtout important, c'est de savoir que grâce à des personnes comme vous, le mouvement des femmes semencières, Karine Flett, eh bien vous avez le développement de jardins où sont cultivées des semences potagères, enfin des plantes potagères aux semences reproductibles. Et là-dessus, c'est précisément une œuvre absolument importante qu'il faut développer. Je vous en prie, continuez. Donc, je voulais revenir sur la question des jardineries que vous aviez abordée tout à l'heure. Donc justement, les gens à la réunion ont été tous très enthousiastes, sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire, faire un jardin en semences reproductibles. Donc c'est sûr que je ne les ai pas chargés d'informations qui les auraient embrouillés. Donc nous avons très rapidement, avec Claire Chanu, mis en place une conférence pour expliquer justement ce que c'était qu'une différence entre une hybridation F1 et une semence reproductible. Mais justement, ces automatismes de consommation et de peur humaine sont remontés à la surface au début du jardin. Les gens ont eu peur et se sont posé des questions. Et pourquoi on n'irait pas acheter nos plants sur les jardineries Précisons, excusez-moi, comme nous l'avons dit et redit, mais vous savez, dans cette émission, on peut se répéter, c'est important. Eh bien, il faut savoir que plus de 90% des semences qu'on trouve, même peut-être davantage, sont des semences non reproductibles dans le commerce, sont des semences de hybride F1, c'est-à-dire sont des semences, vous semez la graine, bon, si vous avez de la chance, c'est-à-dire si les semences ne sont pas trop anciennes, elles germent, vous avez des produits, et si vous avez fait l'erreur de ramasser les graines de ces produits et vous les semez à nouveau, vous obtenez n'importe quoi, c'est en général rien, et la plupart du temps des plantes complètement dégénérées. Parce que les semenciers fabriquent des hybrides qui ne sont pas normalement fertiles dans des conditions naturelles. Alors que, précisément grâce à les graines de cocopellis, sont des semences entièrement reproductibles. C'est-à-dire elles peuvent se ressemer à l'infini, ça donne toujours une plante normale, et c'est ça la différence essentielle. Voilà, donc la semence reproductible a fait peur dans un premier temps. Et en fait, parmi le groupe de jardiniers, nous sommes tous bénévoles. Donc nous sommes actuellement une petite cinquantaine. Il y avait une grand-mère qui était impatiente d'avoir sa parcelle individuelle. Le jardin ayant pris du retard au niveau livraison, elle m'a très rapidement demandé pour la période estivale de récupérer des semences cocopellis pour pouvoir faire ses premiers semis qu'elle pourrait repiquer à livraison du jardin. Donc ces semis ont bien pris, elle a eu des beaux porte-graines. Sur conseil bien sûr d'amendement de la terre, parce que comme disait Claire tout à l'heure, c'est la libération de la semence et de l'humus, donc sur un balcon, quand on fait pousser des graines, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc avec de bons conseils, elle a ramené au jardin, donc à ouverture du jardin, ses plants qui ont donc pu croître et offrir quelques beaux fruits, tout simplement, pour revenir sur la tomate. Et donc elle a récolté symboliquement ses tomates, et elle a récolté ses graines de tomates. Et là, ça a été le déclenchement. Les gens ont compris quelque chose, ça s'est débloqué, et tout le monde s'est mis à partager en fait complètement ce projet de semences reproductibles. Donc comme ça approchait la période de l'hiver, bien sûr, il y a eu un gros travail sur le sol qui a été fait. Il faut savoir que ce n'est pas parce que la population est urbaine et hors sol qu'elle n'a pas soif en fait d'apprentissage. Même si l'ardoise a été effacée, il reste quelques petites madeleines de Proust. Même à travers un bonbon à la violette, on a envie de remettre les mains dans la terre et on a envie de réapprendre, de se réapproprier un petit peu le vivant. Et donc
avec de la patience, avec des erreurs, parce qu'on a le droit à l'erreur. Hein. Par l'erreur aussi, on découvre des choses. L'homme, par ses erreurs, a pu inventer des choses, a pu créer. Il faut savoir que même les semences maintenant potagères sont à l'origine des semences sauvages qui ont été croisées par les hommes. Donc voilà, remettre en confiance les gens et après il y a des initiatives qui voient le jour, c'est-à-dire des jardiniers qui montent des groupes de travail. Donc nous avons un groupe de travail semis au jardin qui produit des plants pour l'ensemble des jardiniers, récolte les graines pour constituer une banque de semences. Et puis il y a l'émerveillement, la récompense, quand on sait qu'avec une graine de salade, et qu'on laisse monter en graines, déjà l'urbain, une fleur de salade, il a peut-être jamais vu ça de sa vie, ou alors, comme je disais, un vague souvenir d'enfance. Et donc il y a l'émerveillement de voir ces 500 graines à récolter, à trier dans le partage. Après, d'autres connaissances viennent se croiser autour de liens intergénérationnels. Et donc ça crée une belle dynamique. Et puis on peut palper l'autonomie semencière. Je ne parle pas d'autonomie alimentaire, puisque sur des parcelles de 3 mètres carrés, les gens peuvent faire pousser beaucoup de choses avec l'apprentissage des associations de culture, de différentes techniques, etc., des rotations de culture. Mais voilà, il y a quelque chose de palpable et les gens prennent conscience qu'ils reprennent d'une certaine manière leur autonomie, que d'aller de la graine à la graine, c'est merveilleux. Et puis la première année, donc sur le jardin a 1 an maintenant, un peu plus d'1 an, on laisse faire la nature. Déjà rien qu'en laissant faire la nature sur des variétés qu'on appelle autogames, donc qui vont se reproduire sans se croiser, les gens voient tout de suite cette abondance de vie. Et puis l'année suivante, on fera des choses un petit peu plus compliquées parce que la reproduction de semences, c'est pas forcément un jeu d'enfant quand la nature fait les premières choses. Il y a parfois les hommes qui doivent intervenir. Quand vous avez 2 curcubitacées, quand vous avez une courge et un concombre, si vous voulez pas qu'ils se croisent, il va falloir faire des petits gestes techniques de pollinisation dite manuelle. Et donc ça, dans un second temps, on va l'apprendre. Oui, mais alors, je dirais ça, vous partez de donner l'exemple de gens qui reviennent au jardin, je dirais dans beaucoup de cas, sans avoir jamais jardiné. Vous avez aussi beaucoup de personnes qui ont l'expérience du jardinage, et moi je dirais que ces personnes doivent évoluer. C'est-à-dire ceux qui ont déjà un jardin potager et qui le gèrent doivent évoluer, c'est-à-dire ils doivent d'abord éviter les hybrides F1. Et donc aller chez Cocopelli pour trouver des graines reproductives, parce que autrement ils n'en trouveront pas, ou très difficilement. L'expérience prouve que si vous allez dans une jardinerie, vous voyez le rayon graines, et vous regardez sur, vous verrez F1, 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 et c'est très difficile de trouver des graines qui ne sont pas F1. La deuxième chose qui est toute bête, il y a 2 types de cultures différentes si vous voulez faire de la graine et consommer vos plantes. Je prends l'exemple des radis. Si vous prenez des radis et vous les laissez pousser, si vous faites de la graine de radis, vous ne pouvez pas manger le radis qui est devenu complètement fibreux et immangeable. Donc c'est soit la consommation, soit la graine. Et je dirais que dans certains cas, la tentation de beaucoup de jardiniers consiste à acheter les graines simplement parce qu'ils ne veulent pas prendre eux-mêmes le temps de faire la graine. Et c'est là où il est important qu'ils puissent se procurer des graines reproductibles, d'où Cocopelli. Un troisième exemple, c'est l'exemple de la pomme de terre. La pomme de terre, on peut semer des pommes de terre, bien entendu, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a des petits tubercules et il est souvent considéré comme plus commode par les jardiniers d'acheter des tubercules déjà en taille minimum. Et là encore, on tombe sur des hybrides. C'est-à-dire, c'est véritablement un parcours du combattant d'arriver à sortir du système des hybrides F1 dans lequel se sont installées les jardineries. Et surtout, je dirais que moi, personnellement, je suis un jardinier très amateur, je ne le fais plus pour l'agrément que pour le potager, mais le danger, c'est le chimique.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment signaler aux auditeurs que s'ils se mettent à faire du jardinage, qu'ils fassent extrêmement attention à tout ce qui est pesticides en particulier, car il y a dedans des produits hautement toxiques et dangereux. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Toute personne qui a un jour cultivé des pommes de terre sait que s'il a une surface dépassant quelques mètres carrés, cette surface va se trouver presque automatiquement infestée de doryphores. Les doryphores arrivent sur les pommes de terre comme les mouches sur la viande avariée, ça arrive immédiatement et vous avez des centaines de doryphores. Beaucoup de gens voient ça en disant bon, c'est très simple, les doryphores, je les élimine tous, on va faire un traitement chimique et on tue à ce moment-là les doryphores et on tue tout ce qu'il y a en dessous avec. Donc je pense que la démarche écologique pour un jardinage de qualité est une démarche globale. Il n'y a pas seulement la graine, il y a aussi le désir de ne pas se faire intoxiquer, et je pense que l'intoxication par les produits chimiques, en particulier les herbicides, les pesticides, les insecticides, tout cela, est quelque chose qui est particulièrement pernicieux. Car c'est très rare que sur les produits qui sont vendus en jardinerie, vous ayez véritablement une information précise et quantifiée sur leur danger. Je pense par exemple à Serralini que nous avons cité. Serralini a gagné en cour d'appel, à la cour d'appel de Lyon, un procès contre la firme Monsanto. Pourquoi ? Parce que simplement, sur les emballages de Roundup, il était spécifié que le Roundup était sans danger. Et bien entendu, ce n'est pas le cas. C'était difficilement imaginable qu'un produit, même efficace comme herbicide, puisse être sans danger. Il y a quelque chose dedans, et lui, Serralini avait dit que c'était une publicité mensongère, et du coup, il avait eu droit à un procès en première instance, en deuxième instance, il a fini par gagner pour faire condamner la société Monsanto pour publicité mensongère. Donc ce n'est pas que j'en ai particulièrement contre Monsanto, c'est un fait que Serralini a fait ce procès, mais on pourrait faire le même procès à la plupart des produits insecticides qui ont tous des inconvénients. Alors de voir les jardiniers du dimanche qui se précipitent sur le rayon et qui ensuite traitent de façon absolument anarchique, pour moi c'est un danger peut-être pire encore que les hybrides F1. Je suis désolé si je dis ça, mais il faut me pardonner. Je pense que vous avez des gens qui ne se rendent pas compte que s'ils ont par exemple des radis, ils sèment les radis, ça pousse, et puis ils voient quelques limaces, alors ils vont arroser les radis d'un produit hautement toxique, et ensuite ils vont manger les radis. Mais ces personnes courent un risque. Vous vouliez dire quelque chose, Claire ? Oui, je voulais abonder dans votre sens. De toute façon, ces semences, elles ont été conçues pour justement pouvoir vendre tout ce kit agrochimique. C'est bien ça, vous avez parfaitement raison. Je veux dire, ils ont été obligés de faire des semences qui puissent correspondre à leur package chimique, puisque la chimie sur des semences vivantes anéantit tout, donc il n'y a plus de récolte. Tandis que là, ils font ces semences qui sont tolérantes ou qui produisent elles-mêmes ces produits hautement toxiques que l'on ingère après. Et je voulais bien préciser qu'effectivement, c'était quelque chose qui arrivait de façon tout à fait sournoise dans notre vie. L'autre jour, j'ai assisté à une petite scène qui m'a un petit peu chamboulée. J'étais dans le métro et il y avait un couple avec 2 enfants. C'était des étrangers. Et le petit garçon vient demander quelque chose à sa maman qui a eu l'air de lui refuser. J'ai pas entendu, de toute façon, je comprenais pas la langue. Et il est allé voir son papa. Et papa lui a donné quelque chose et le petit est revenu vers sa maman. Et il lui a montré ce qu'il avait dans la main. Et il avait des sortes de Smarties ou de M&M's qui sont ces chocolats enrobés. Oui, vous savez, colorés, quoi. Et la main du petit était pleine de toutes les couleurs mélangées, quoi. Ça avait fondu dans sa main, de ces couleurs bien chimiques. Et la maman lui a pris la main et lui a mis dans la bouche, parce qu'il fallait pas se tacher les mains, quoi. Il fallait vraiment qu'il mange vite ces espèces d'horreurs. Donc, moi, j'étais stupéfaite, quoi. J'assistais à la scène en tant que maman. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Comme on a perdu le bon sens. Et moi, j'habite à côté de l'hôpital pour enfants, l'hôpital Necker à Paris. Et je suis absolument
effondré parce que l'hôpital Necker vient d'être reconstruit. Ils ont fait des grands travaux sur cet hôpital et ils ont multiplié la surface par 2,5. Et moi, quand on me parle de progrès, c'est immédiatement l'idée qui me vient à l'esprit. C'est cette idée de devoir traiter des enfants de pathologies de plus en plus lourdes et en plus bas âge. Et ça, pour avoir connu moi-même la difficulté de donner la vie, je vous assure que je suis effondrée. Je voudrais encore citer le livre de Seralini et de Douzelet, Plaisir cuisiné ou poison cassé. Mais laissez-moi raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années à New York. J'ai été invité par une université américaine et j'arrive l'après-midi après un long vol à New York dans une chambre d'hôtel qui était une chambre où il y avait une chambre à coucher et une petite cuisine. C'était un petit appartement. Au 4e étage d'un hôtel, pas loin de l'université. Alors je me suis dit, très bien, je vais essayer de terminer ma journée en marchant un peu parce qu'il faisait un temps splendide. Et tout à fait en bas, il y avait un marchand de fruits et légumes. Alors comme c'était un petit appartement, pour le petit déjeuner, je me suis dit, je vais m'acheter des fruits. J'ai acheté une grappe de raisin que j'ai montée dans la chambre d'hôtel et j'ai mis dans une assiette. Et il faisait très beau, un temps 18-20 degrés, enfin c'était octobre-novembre, c'est l'été indien. Donc je laisse une fenêtre ouverte et je suis rentré 3 heures plus tard. Eh bien vous me croirez, si vous voulez, vous aviez l'assiette, ça, avec la grappe de raisin au milieu, et tout autour de l'assiette, il y avait un cercle de mouches mortes. C'est-à-dire, apparemment, il y avait des mouches qui sont rentrées par la fenêtre, qui ont vu le raisin en disant miam miam, qui se sont précipités dessus et qui ensuite ont fait quelques pas et sont allés mourir à peine plus loin que le bord de l'assiette. Il y en avait 5 ou 6. Alors effectivement, moi j'ai vu ça. Évidemment, j'ai jeté la grappe de raisin, mais je me suis dit, voilà les aliments qu'on nous donne aujourd'hui. Alors si c'est le cas aux États-Unis, c'est-à-dire que cette grappe de raisin qui peut tuer les mouches peut intoxiquer les gens qui la mangent, mais est-ce qu'on est vraiment sûr que ça ne soit pas le cas aujourd'hui dans les fruits et légumes, dans tout ce qu'on achète? Alors ce qui est très important quand même, je vois que les auditeurs, nous allons peu à peu vers la fin de notre émission, il nous reste encore quelques minutes, mais néanmoins on peut quand même faire une espèce de petit bilan. Ce qu'on mange aujourd'hui, ce qu'on achète, c'est le maraîcher. 90% d'hybrides F1, des plantes complètement artificielles, cultivées on ne sait comment, avec sans doute des pesticides, des herbicides, de tout là-dedans. Alors est-ce que c'est si bon comme ça de manger des fruits et légumes? Ben non. Il faut revenir à la nature en cultivant des fruits et légumes qui soient des vrais fruits, des vrais légumes, des vrais melons, des vrais radis, des vraies tomates, qui soient fertiles et non pas cette espèce de mélange infect que l'on a tendance à trouver aujourd'hui comme la généralité. Alors, c'est pas évident de faire ça. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, les maraîchers qui vendent ces produits sont poursuivis en justice. N'est-ce pas, Jocelyn? Tout à fait. Alors là, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur cette campagne extraordinaire lancée par les ministères. Manger 5 fruits et légumes par jour. Mais c'est manger de la chimie, quoi. Si tu n'es pas sûr du légume ou du fruit qui vient issu de l'agriculture biologique avec des vraies garanties, tu manges de la chimie. Oui, c'est clair. Et par exemple, je me souviens d'une émission que j'avais faite sur comment prévenir le cancer. Alors, j'ai eu 2 émissions à peu près sur le même motif, mais avec des variantes. L'une par le professeur Henri Joyeux, qui est un cancérologue de Montpellier, et l'autre par le professeur Dominique Bellepomme, qui est un cancérologue parisien. Et tous les deux ont dit, si on doit, disons, arranger, essayer de prévenir le cancer par l'alimentation, la première chose qu'il faudrait faire, c'est manger bio. Et encore, ce n'est pas suffisant. Parce que même quelque chose qui est considéré comme bio ne l'est pas complètement, quand même. Bio et local. L'eau est locale. Et 2 saisons. 2 saisons. On n'a pas à manger des fraises en hiver et des haricots verts du Kenya arrivés par avion. Parce que si vous voulez, on risque d'avoir le syndrome de la grappe de raisin toxique. Évidemment. Et à ce moment-là, on s'empoisonne de façon... Alors, ce qui est terrible là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de moyen possible de
disons, de vérifier la qualité des produits que l'on mange. Oh si, c'est pas très compliqué. Et à ce moment, il y a beaucoup d'études qui déterminent et qui, j'allais dire, d'une manière ouverte, annoncent que les produits bio sont nettement supérieurs aux oligo-aliments, mais même minéraux, parmi etc. les produits bio, Il faut bien lire les étiquettes, il faut aller discuter avec le fournisseur, il faut aller discuter avec le maraîcher, d'où ça vient. Il est évident que si on doit acheter une pomme dans le supermarché du coin, la pomme du couloir rhodanien a reçu 35 traitements. Merveilleux. Oui, mais... Donc 5 pommes par jour. Oui, c'est clair. Oui. Alors bon, est-ce qu'on est condamné à s'empoisonner? Est-ce qu'on est véritablement condamné à s'empoisonner par ce système? Je ne sais pas. Tous cobayes. Oui, mais c'est à peu près ça. Et je pense qu'à terme, eh bien, le chiffre qui est quand même assez flagrant, que je livre aux auditeurs, en gros, à 10 000 personnes près, il y a 400 000 nouveaux cas de cancer par an, et le chiffre augmente de 3% par an, à peu près. Bon. Ce qui fait que peut-être on arrivera à 500 000 cas de cancer, à 600 000 cas de cancer par an. Des nouveaux cas. C'est-à-dire ce sont des personnes qui n'avaient pas de cancer avant et qui l'attrapent. Or, il faut penser à ce chiffre. Il y a 25 ans, c'était la moitié. Et il y a 25 ans, avant, c'était encore la moitié. C'est-à-dire que, alors on va nous dire, oui, les gens vivent plus longtemps. Non, 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 non. Il y a beaucoup de gens qui attrapent des cancers qui sont des enfants, des personnes jeunes. Et ceci est assez terrible parce que ça veut dire qu'il y a des causes qui induisent le cancer et beaucoup de personnes soupçonnent que des facteurs multirisques qui sont en fait des polluants qui sont présents dans l'environnement et en particulier dans la nourriture. Donc ce point est très important et je pense qu'aujourd'hui le fait de manger bio, de faire ses légumes dans un jardin qui ne soit pas inondé de pesticides, c'est une certaine forme de survie. Et cette survie sera bientôt nécessaire. Alors, une chose intéressante, aux États-Unis, en particulier en Pennsylvanie, vous avez une population très intéressante. Ce sont les Amish. C'est une secte protestante, mettons, sans que ceci soit péjoratif. Ce sont des gens qui ont des règles très précises. Ils s'interdisent d'utiliser des moteurs, c'est-à-dire qu'ils se promènent dans des carrioles à cheval, et ils s'interdisent strictement d'utiliser des produits chimiques dans leur culture. Eh bien, vous savez, le dimanche ou les week-ends, les gens font la queue devant les fermes amish pour leur acheter des fruits et légumes, parce que on est au moins certain que là-dedans, il n'y aura pas de produits ajoutés. Mais bien, peut-être qu'aujourd'hui, ça sera l'avenir. On va s'installer comme une secte, la secte Cocopelli. On va cultiver nos radis et nos légumes et bientôt les gens vont faire la queue devant nos jardins pour vous dire, par pitié, est-ce que vous avez quelques légumes reproductibles de bonne qualité? Non, vous n'imaginez pas. Je veux bien, mais je voudrais oublier le mot secte, quoi. Non, une communauté. Une communauté de vie. Pourquoi voulez-vous que ça soit péjoratif? Oh, complètement. Parce que ça l'est en France. Oui, mais bon, malheureusement, vous avez des mots qui ont changé de sens. Il y a une connotation qui est négative, qui est reçue du grand public sur le trottoir, malheureusement. C'est clair, c'est-à-dire que vous avez des mots, par exemple, si vous voulez, qui ont complètement changé de sens au cours des temps. Alors, si on regarde l'étymologie, mettons donc une communauté philosophique, si vous voulez. Une communauté de vie, tout simplement. Tout simplement. Et qui prône la vie. Voilà. Alors, je voulais rajouter pour revenir sur Femmes Semencières, Claire Chanu, je voudrais dire que c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être développé. Alors, j'ai donné les coordonnées de l'association Cocopelli, peut-être serait-il bon que vous vous chargiez de donner celle de Femmes Semencières. Je vais les donner, les coordonnées, et je voulais rebondir et prolonger sur ce que vous étiez en train de dire sur cette communauté Amish, parce que, outre la particularité de produire sans polluer et de produire le vivant, cette communauté n'est pas vaccinée non plus. Non, et là, c'est très très intéressant parce qu'on s'aperçoit que le processus d'anéantissement de notre organisme est exactement le même que le processus d'anéantissement de notre sol, de notre terre, de notre mère, la terre. Et c'est exactement la même démarche.
Et on se rend vraiment compte que ces communautés, elles arrivent à se gérer sur le plan de leur alimentation, sur le plan de leur santé, sur le plan de leur économie, sur le plan de leur éducation. Elles vont vers une autonomie et une souveraineté. Et c'est cette autonomie et cette souveraineté dont parlait tout à l'heure Karine au niveau de ce qu'elle a vécu aussi à Courbevoie tout au début quand elle a incité les gens du jardin à aller vers cette semence libre qui est la graine, l'origine de cette autonomie et de cette souveraineté alimentaire, mais qui va bien au-delà, parce que si on n'a plus la peur de manquer au niveau de notre nourriture, ben ça crée tout une harmonie et un élan vers la vie. Et c'est ça que tout le système veut contrôler, parce que des gens libres ne rapportent plus rien. Et donc le mouvement Femmes Semencières qui va vraiment dans ce sens-là. Voilà, il y a deux façons de savoir ce qu'on fait. Il y a d'abord un site internet www.femmes au pluriel -du6 semencières au pluriel.com. Et puis on a aussi une page Facebook, alors là où on est plutôt en train de communiquer des informations qui vont dans le sens de la vie et puis qui expliquent les mauvaises pratiques à ne pas faire. Donc c'est facebook.com/femmes semencières tout attaché. Femmes semencières, c'est la page Facebook du mouvement Femmes semencières. Là, on arrive vraiment à la fin de notre émission, mais je voudrais aussi dire quelque chose que je pense être important. C'est que, vous comprenez, tout est fait pour empêcher les hommes aujourd'hui d'être libres. C'est-à-dire la litanie de procès qu'a subi Cocopelli, simplement pour faire quelque chose qui paraît du bon sens, c'est-à-dire conserver des semences et les procurer aux amateurs. On a cherché à vous interdire cette activité. De la même façon que l'on laisse uniquement accessibles les hybrides F1, à la fois des producteurs de légumes, à la fois dans les achats de graines, que si vous jardinez, tout est fait pour empêcher les gens d'être libres. Vous parlez des Amish, bon, ça se passe aux États-Unis, où il y a en quelque sorte sur certains points des espaces de liberté importants. Mais aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on constate que les Allemands, les Hollandais qui ne se vaccinent pas, qui sont libres de se vacciner ou de ne pas se vacciner, se portent mieux que les jeunes Français. Lorsque, par exemple, on va faire vacciner un jeune homme, un jeune garçon contre la rougeole, et on sait que les personnes qui ont été vaccinées contre la rougeole, eh bien, risquent fort de l'attraper à l'âge adulte, tout ça a des conséquences dramatiques, parce qu'un homme qui attrape la rougeole à 30 ans devient stérile, par exemple, dans 80 ou 90% des cas. Eh bien, lorsqu'on est dans cette situation, on est dans une civilisation de mort, où l'on cherche à imposer, en particulier, à atteindre à notre liberté. Donc, on veut faire vacciner les gens de force, on a des allergiques, on a des gens qui ont les effets secondaires, on a en fait une sensibilité accrue à la maladie, alors que, par exemple, vous avez des communautés qui démontrent tous les jours qu'on peut vivre avec une alimentation saine et sans pesticides. En même temps, le fait de toujours axer le progrès de l'agriculture sous la forme d'une agriculture intensive avec toujours des quantités croissantes de pesticides tue la nature. Donc il faut absolument combattre cela, je ne vois pas trop comment. Mais je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est précisément faire en sorte que nos concitoyens, en France du moins, soient parfaitement conscients de ce qui les menace. Et ce qui les menace, ça va extrêmement vite aujourd'hui. Donc, ça va extrêmement vite. C'est-à-dire que vous voyez les oiseaux, vous prenez depuis 10 ans, et comparez ce qui se passait il y a 10 ans, les hirondelles il y a 10 ans, les insectes, tout. Et aujourd'hui, si on ne fait rien, on sera dans un univers mort où on aura l'obligation de manger des produits toxiques qui vont tuer les gens dès le berceau. C'est-à-dire que, par exemple, si j'attire votre attention sur une chose toute simple, il y a 400 000 nouveaux cas de cancer par an, en ce moment. 400 000. 390 000, si vous voulez, 400 000. Par an. Ça coûte 50 000 € de traitement par personne. C'est-à-dire que si quelqu'un attrape un cancer, le coût moyen du traitement du cancer sera pour la sécurité sociale 50 000 €, qu'il guérisse ou qu'il ne guérisse pas. Et en fait, il y a une guérison sur 2. Bon, peu importe.
Ce qui est important, c'est que combien fait 50 000 euros multiplié par 400 000. Je dirais plutôt que ça rapporte 50 000 euros au laboratoire attendez, pharmaceutique. sans aller jusque-là. Non, mais il faut le dire. Oui, ça rapporte à des laboratoires, oui, certes. C'est important. Mais ça a surtout un coût pour la sécurité sociale. Et aujourd'hui, la sécurité sociale paie 15 milliards d'euros par an pour le traitement du cancer. Si vous faites le calcul de 400 000 par 50, ça fait beaucoup plus. Et si ça augmente de 3% par an, eh bien, nous arrivons très vite à une situation où il n'y aura plus moyen de soigner les gens. Donc, non seulement on rend tout le monde malade, mais il n'y a plus moyen de soigner les gens qui tombent malades. Donc, si ça continue comme ça, je pense qu'il faudra faire comme les Amish, vous voyez, et cultiver son jardin. C'est peut-être le dernier message que je vais faire en attendant la fin de l'émission, parce que nous sommes tout à fait dans les prolongations. Peut-être, Jocelyn, vous voudriez... C'est exactement ce que je voulais dire, c'est à savoir que faut cultiver son jardin, quoi. Faut cultiver son jardin. Et pour ça, moi, je vous recommande d'aller de nouveau sur le site de Cocopelli. On a de nombreux articles et d'informations sur le sujet. Donc, www.cocopelli-6 semences au pluriel.fr. Et il y a un manuel très important que Dominique a écrit qui s'appelle Les semences de Cocopelli, où on apprend aux gens à être autonomes en faisant leurs propres semences. Ça, c'est une chose très importante. Merci Claire Chanu, merci Jocelyn Moulin, merci Karine Flette d'avoir parlé avec nous des femmes semencières et de Cocopelli. La conclusion, c'est qu'il nous faut cultiver notre jardin et bien entendu en bio. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des sciences et des techniques dirigé par Paul de Hevels. Émission préenregistrée le 10 novembre 2014, diffusée vendredi 10 avril 2015 de 18h à 21h. Elle est rediffusée samedi 11 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.